Bonjour à tous, bienvenue à ce dialogue transformationnel concernant la chirurgie mondiale. C'est notre deuxième session que nous allons consacrer à l'accès à la recherche. Nous n'avons pas encore parlé de colonisation parce que ça pourrait exclure certains centres où il n'y a pas eu de question de colonisation. Donc, notre principal sujet sera l'accès à la recherche. Je suis professeur Kukila Lako, je suis chirurgien pédiatrique, je suis basée à Oxford. J'ai des liens très importants avec de nombreux pays à travers le monde et c'est le cas pour beaucoup de membres de ce panel aujourd'hui. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est commencer par quelques questions logistiques. Pour ce qui est du sujet en lui-même, accès à la recherche, nous allons aborder trois angles. D'abord, les entraves à cet accès. Y a-t-il des difficultés de la part de différents secteurs économiques en fonction qu'on se trouve dans un pays à haut revenu ou à faible revenu? Quel est le rôle joué par les ONG et les universités puisqu'ils ont un lien important avec la recherche et dans quelle mesure ont-ils un impact? Donc ce séminaire, ce dialogue d'1 heure et demie abordera ces différents sujets. L'ordre du jour va suivre le modèle qui suit. Nous allons expliquer des points logistiques, puis nous commencerons avec le panel. Et après cela, nous aurons une session de questions-réponses pour chaque question abordée. Puis, nous articulerons des objectifs réalisables et des questions qui affèrent à ces objectifs. Pour ce qui est de ces objectifs réalisables, nous ferons une synthèse qui sera réalisée par Justina, une membre du panel, en particulier pour aborder les résultats qui découlent du premier dialogue transformationnel. Je veux insister sur le terme de dialogue parce que je voudrais inciter les gens à s'exprimer, à partager leur point de vue et pour qu'on comprenne les problèmes, les difficultés, les entraves auxquelles vous êtes confrontés. Pour la question des logistiques, cette session est interprétée en français, espagnol et anglais. Donc, même si vous voulez utiliser l'anglais, en quelque sorte, ce qu'il faut faire, c'est sélectionner la langue que vous voulez écouter, donc le français, l'anglais ou l'espagnol. Cette session sera enregistrée. J'espère qu'il n'y a pas d'objection à cela. Mais passons à la partie la plus intéressante, à savoir la présentation des collègues qui vont intervenir. Nous avons Dr Fabio Botelho, un chirurgien pédiatrique brésilien qui bénéficie d'une bourse d'études au Canada, la bourse Jean-Martin Laberge, à l'université McGill. Nous avons Catherine Chu, une chirurgienne américaine qui est basée en Afrique du Sud à l'université de Stellenbosch. Catherine dirige le département de santé mondiale à l'université de Stellenbosch. Nous avons ensuite Dr Rodrigo Lopez du Chili, qui est un anesthésiologue en cardiologie et qui travaille au CHU de Santiago du Chili. Donc, ce n'est pas de la chirurgie spécifiquement, mais l'anesthésie, évidemment, signifie qu'il travaille avec beaucoup de praticiens de la chirurgie en général. Nous aurons ensuite Nopoji Roy, un chirurgien en formation, est très impliqué dans la définition de politique et qui joue un rôle important dans différentes commissions dans son pays, l'Inde. Dr Nopoji Roy a remplacé au dernier moment Dr Ankit Raj, donc nous voulons le remercier pour cela. Puis nous accueillerons Dr Lubna Samad, chirurgienne pédiatrique basée au Pakistan. Elle a joué un rôle fondateur dans la lutte pour les besoins des enfants, en particulier au sein du ministère, et elle travaille avec le ministère, ce qui n'est pas évident pour faire reconnaître les droits et les besoins des enfants et qu'ils ne soient pas ignorés quand les politiques chirurgicales en particulier sont développées. Nous accueillerons également Justina, qui est spécialisée en chirurgie pédiatrique. Elle travaille à Lagos,
au Nigeria. Et elle s'intéresse à la chirurgie et à l'articulation des besoins en termes de chirurgie mondiale. Pour moi, la chirurgie mondiale peut être définie comme santé publique en chirurgie. Et cela inclut nos préoccupations à tous. Nous sommes praticiens de différents aspects de la médecine et nous gérons un certain nombre de questions. Certains d'entre nous se concentrent sur la chirurgie, d'autres sur la pratique infirmière, sur l'anesthésie, etc. Je voudrais maintenant ouvrir la discussion. Je vous ai présenté les membres du panel et le sujet, à savoir la recherche, le rôle des ONG et des universités et l'influence des PRE sur la recherche et l'accès à la recherche dans les PFR et PRI. Professeur Roy doit s'absenter pour une partie de la réunion, donc je voudrais commencer par l'inviter à prendre la parole en premier. Dans le domaine de la recherche et dans le domaine de la chirurgie globale, pensez-vous que la recherche dans les PRE a eu un impact sur les PFR, PRI? Merci beaucoup, professeur Lacour. Merci pour cette opportunité. Pour ce dialogue sur la décolonisation, sur le caractère transformationnel, je dois dire qu'il y a une responsabilité partagée des deux côtés. Je m'exprime depuis un PFR-PRI et donc je peux vous dire quelles sont nos priorités. En fait, si vous faites de la recherche, vous ne vous occupez pas de vos patients. Il est considéré que vous ne travaillez pas assez. Si vous avez une thèse, ça ne sert pas à grand-chose. Vous êtes considéré comme un mauvais clinicien, vraisemblablement. Donc, la recherche dans mon pays, dans ce type de pays, n'est pas une priorité. En conséquence, avoir ces PRE qui ont autant de ressources et d'accent sur la recherche nous pousse, nous, à faire plus de recherche. C'est un aspect, dans un sens, c'est motivant parce que beaucoup de recherche dans les pays à faible ou revenus intermédiaires est importante. Mais les revenus dans la recherche ne vont pas à nos pays. Les idées suivent donc l'argent. Donc, les idées vont du nord au sud. Et quand les idées vont du nord au sud, les personnes suivent et viennent. Donc il y a un axe nord-sud. Et c'est un problème parce que on ne traite pas du coup les problèmes des PFR, PRI. Les PRE résolvent les problèmes, sauf qu'ils ne les connaissent pas. Il y a un biais, une orientation spécifique. Il est presque acquis que les PRE dirigent la recherche dans notre scénario. Merci bien. Je vais maintenant revenir un petit peu en arrière et inviter Justina à prendre la parole. Justina, pourriez-vous nous dire quelle a été votre expérience de la recherche? Merci beaucoup. De mon expérience, j'ai été confrontée à un certain nombre de difficultés pour mon objectif de réaliser des recherches de qualité dans le cadre des PFR-PRI. Le principal problème, c'est l'accès au financement. Si on n'a pas de ressources financières, on ne peut pas faire de recherche de qualité. Et accéder au financement, à mon sens, c'est le premier problème. Ça n'est simplement pas disponible. Bien souvent, on n'a pas accès, on n'a pas ce qu'il faut pour postuler pour des bourses ou des aides à la recherche. En tant que praticien d'un PFR, PRI, il faut montrer qu'on a contribué à d'autres recherches pendant des années avant de pouvoir postuler. Du coup, c'est très difficile d'obtenir ces financements de recherche. De plus, on a peu de soutien de la part de nos institutions. Il n'y a pas d'infrastructure d'aide, il n'y a pas de personnel de soutien. Récemment, j'ai
collaboré avec un PRE sur un projet de recherche et le soutien que les chercheurs dans ce pays reçoivent est extraordinaire. On a pu utiliser cela, mais avant cela, toute revue, tout travail, c'est moi qui l'effectue depuis mon ordinateur. Aucun temps n'est consacré dans mon emploi du temps, n'est mis de côté pour la recherche, parce qu'il y a très peu de temps consacré, d'accent consacré à la recherche. Donc, on ne peut pas vraiment on ne peut pas vraiment s'y consacrer ou libérer le temps nécessaire pour mener ces recherches. En dernier, je voudrais dire que il y a presque une certaine réticence à publier des travaux de recherche qui émanent de PFR-PRI. Souvent, il y a une section dédiée à la recherche émanant des PFR-PRI, comme si c'était une autre catégorie. Et l'accès aux journaux scientifiques est différent en fonction du pays où l'on se situe. Tous ces points combinés ont tendance à décourager la recherche dans nos parties du monde. Il y a peu d'incitation à faire un travail de recherche universitaire. Bien, je voudrais maintenant inviter Lubna à prendre la parole. Quelles entraves avez-vous rencontrées dans le cadre de la recherche que vous effectuez? Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer et d'ajouter à ce qui a été dit. Je voudrais commencer par dire que ce que les deux précédents orateurs ont dit correspond exactement à mon expérience personnelle. Je pense que dans les PFR-PRI, la médecine basée sur la recherche empirique ne fait pas partie de la culture. En fait, on a tendance à travailler avec des donations extérieures et ça vaut pour les connaissances. On a des officiers, des administrateurs qui dirigent les politiques de santé. Il y a un accent en particulier sur la vaccination. Et du coup, on est tributaire des donateurs qui financent les campagnes de vaccination, par exemple. La recherche a toujours été marginalisée dans nos pays. Dans un sens, on peut blâmer le gouvernement, mais pas complètement, puisqu'il cherche avant tout à donner la priorité aux besoins sanitaires de base. Du coup, il y a peu de ressources allouées à la recherche. Et on est obligé de se tourner vers les PRE pour financer la recherche dans nos pays. C'est du coup simplement sous forme de donations. C'est très aléatoire. Et la recherche qu'on effectue n'est pas nécessairement la recherche sur ce qu'on voudrait faire, mais plutôt sur ce que les donateurs décident. On peut obtenir des finances, mais sur ce que les donateurs veulent. Et les recherches qu'on voudrait effectuer pour traiter les problèmes auxquels on est confronté nécessitent une approche systématique. Je pense que la chirurgie, du coup, souffre plus de ce manque de financement et de ce schéma de financement comparé à d'autres domaines médicaux. Autre point, en plus de cela, et les chiffres comptent. On parle de conditions chirurgicales, en particulier de conditions chirurgicales en pédiatrie. C'est très important pour nous, c'est très important pour les enfants, mais si on parle de chiffres pour les besoins en vaccination, le nombre de personnes affectées par les diarrhées, du coup, la chirurgie paraît moins importante. Donc, la chirurgie n'est pas prioritaire. Et les problèmes les plus importants en termes numériques sont les problèmes qui attirent les finances en priorité et qui ont priorité en termes de politique. Donc, voilà les principales entraves. Justina a parlé de publications dans les journaux scientifiques. C'est vrai que c'est difficile pour un PFR-PRI parce que nos travaux ne sont pas forcément accessibles. N'oublions pas aussi de souligner que les coûts
sont énormes. Ça peut représenter quelques milliers de dollars pour ces publications et c'est simplement impossible. Nous n'avons pas non plus un accès ouvert aux publications, nous n'avons pas de librairie institutionnelle. Donc, on a beaucoup de difficultés à télécharger les articles, d'avoir accès à ces articles qui nous permettraient de démarrer nos recherches. Donc, voilà quelques-unes des entraves auxquelles nous sommes confrontés. Merci, Lubna. Passons maintenant à Fabio. Quelle a été votre expérience? Tout d'abord, c'est un plaisir de me joindre à vous aujourd'hui. Je voudrais vous remercier de m'avoir donné cette opportunité. Tout ce qui a été dit jusqu'ici correspond aussi à ma propre expérience. On a en quelque sorte trois groupes. Les praticiens de la médecine, les universités et les décideurs. Notre travail doit bénéficier à la population, bien sûr, mais je pense que on ne communique pas assez, ces trois groupes ne communiquent pas assez. Les décideurs ne comprennent pas ou n'écoutent pas ce que les praticiens de la médecine ont à dire. On n'a pas forcément non plus de liens très forts avec les institutions une fois nos formations finies. Et par exemple, la recherche en recherche n'est pas une priorité pour le Brésil, du moins pour l'ordre du jour politique actuel. Comme l'a dit Dr Samad, les chiffres gèrent tout en quelque sorte. Et je pense que malheureusement, à mesure que, enfin, dans le fait où on vit dans des pays qui sont en transition, les cliniciens devraient vraiment être le point de départ. Donc, ce que j'essaye de faire pendant ces expériences, j'ai réalisé que il m'a manqué la formation pour faire la recherche qui m'intéresse. Donc, j'ai cherché où trouver cette aide. Cependant, il n'y a pas forcément beaucoup de praticiens de la médecine qui ont aussi l'expérience de la recherche. Et on considère dans nos pays que si on fait de la recherche, c'est pour enseigner, pas pour pratiquer. Donc, j'ai été confrontée à ce problème au sein de ma propre communauté et je me suis dit non, je ne vais pas rester bloquée par cela. Je pense que c'est important, c'est un peu ma mission. Donc, j'ai cherché à mener des études de qualité, mais il a fallu que je paye pour les traductions, l'accès aux journaux, des analyses statistiques, etc. Et je me suis rendu compte que presque 20% de mon salaire passait dans le financement de ma propre recherche. Et ça n'est pas un modèle durable. Et c'est en fait symptomatique. La recherche dans les PFR-PRI n'est pas assez financée. Et puis, il me manquait aussi une formation. J'ai des données, mais comment y travailler? Comment disséminer mon travail? Et comme mes sujets d'intérêt ne correspondent pas nécessairement aux priorités brésiliennes, c'est difficile de trouver aussi un public. Donc voilà les principaux handicaps. Manque de formation, manque de soutien au sein de ma communauté, manque de financement et manque d'échange de connaissances. Merci beaucoup, Fabio. Rodrigo, quelle difficulté avez-vous rencontré? Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je vais parler espagnol et vous allez comprendre pourquoi. Bien. S'il y a un problème avec la traduction, n'hésitez pas à me le dire. Je vais parler plus lentement. Je crois que, outre ce qui a été dit, de la question de financement, il y a d'autres barrières. C'est sur la construction. Del cuidado anestésico. No son investigación dura de exámenes de laboratorio, sino que es investigación con encuestas. Ce n'est pas de la recherche qui est très compliquée. Mais les publications sont dans une langue différente de l'anglais. Donc, la première chose qu'il faut que nous fassions, c'est traduire et que l'on vérifie que les instruments que nous avons fonctionnent. Et donc, c'est plus de travail.
Bien souvent, ces comités ont des standards qu'ils mettent en place et le contexte n'est pas forcément le même dans nos pays. Parce que dans les PRE, il faut signer beaucoup de documents, mais dans les pays comme le Chili ou en Afrique, j'imagine, les processus de consentement est compris de manière très différente, très différemment. Et bien souvent, ils ne comprennent pas cette question du consentement informé. Et donc, le processus de publication est bien plus compliqué. Il y a également la question du paiement, mais également le fait qu'il faut tout payer, tout le processus de paiement pour publier, mais également il faut payer pour pouvoir lire les articles publiés. Et donc, il faut que nous fassions traduire nos documents dans un sens et dans l'autre. Et donc, c'est quelque chose qui est complexe. Il faut que ce soit écrit par une personne anglophone pour que cela ait la qualité requise. Et ce n'est pas simple puisque nous ne sommes pas anglophones. Donc, c'est quelque chose de complexe. Il n'y a pas beaucoup de journaux scientifiques qui acceptent de publier dans une autre langue que l'anglais. Et donc, la question linguistique est très importante pour ces journaux scientifiques. Un autre problème, comme vous l'avez dit, c'est que certains journaux scientifiques ne sont pas intéressés par notre recherche dans les PFR, PRI. Parce que la manière dont notre travail est évalué ne leur convient pas. Et cela peut créer des biais scientifiques dans la recherche. Et cela revient au fait que, vous savez, les ressortissants des PRE n'ont pas le même réseau que nous avons, nous, dans les PFR ou PRI. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Lopez. Catherine, je vais vous passer le micro maintenant, puisque vous représentez l'université. Vous avez entendu toutes les barrières qu'on vous a exprimées et les difficultés de travail dans les PFR et les PRI, les pays à faible revenu et revenus intermédiaires. Qu'est-ce que l'on pourrait faire pour aider ou gérer, apprendre à passer outre ces barrières? Merci beaucoup et merci à Livebox pour me donner l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui. Il y a de nombreuses idées intéressantes qui ont été mentionnées déjà. Je pense que les universités des PFR-PRI peuvent aider les médecins, en particulier dans le domaine de la chirurgie, anesthésie et gynécologie. Il n'y a pas vraiment de chirurgiens qui sont des chercheurs en même temps. Ce sont vraiment des cliniciens, ce ne sont pas des scientifiques chercheurs. Et c'est la focalisation dans les PFR-PRI. Il faudrait que dans l'internat, il y ait de la recherche d'inclus dans la partie internat des médecins pour qu'une fois qu'ils sont médecins, ils ont eu un véritable enseignement à la recherche pour qu'ensuite ils puissent véritablement être sur un pied d'égalité avec les médecins qui ont été formés dans des PRE, des pays à revenus élevés. Parce que la plupart du temps, ils n'ont pas les outils, on ne leur a pas donné les outils dans leur formation pour pouvoir publier. Ce n'est pas qu'une question de combien on a fait de chirurgie dans ce domaine ou dans l'autre, mais la méthodologie de recherche. Et avoir des mentors dans votre domaine est très important.
Et nous n'avons pas ces mentors dans les PFR, PRI, alors qu'aux États-Unis, on a cela, il n'y a aucun problème. Ici, c'est très compliqué. Parce qu'une fois que vous êtes médecin, vous êtes occupé à soigner les patients, vous n'avez plus de temps. Et donc, vous avez envie de construire quelque chose, mais après, vous n'avez plus le temps. Vous dites comment est-ce que je pourrais améliorer les choses, développer la recherche, etc. Mais vous n'avez plus le temps parce que vous soignez vos patients. Et les médecins qui expriment une envie de faire de la recherche, il faudrait qu'on leur donne le temps de pouvoir le faire. Et je pense que certaines universités peuvent aider à cela. Par exemple, Oxford propose de la formation à la recherche méthodologique, à la publication, on peut y avoir accès gratuitement en ligne. Donc, ça pourrait être un début, une manière de débuter les choses. Pablo, who can then be the mentors for the people coming through. But I think that's kind of where we need to start. Parce qu'il faut qu'on puisse devenir des mentors pour ceux qui vont arriver derrière, mais il faut qu'on se forme nous-mêmes. Moi aussi, j'ai cette expérience. Toute la recherche que je fais, je dois le faire sur mon temps personnel. Et en plus, c'est plus complexe et je mets encore plus de temps à publier. Mais vous savez, dans le système des PRE, il y a un problème fondamental également. Parce que vos publications sont jugées par les comités d'impact des journaux scientifiques. Et il y a la question des fonds également. Dans des pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, il y a beaucoup d'argent injecté dans la recherche mondiale. Mais si vous regardez exactement où est-ce que l'argent va, vous vous rendez compte qu'il va vers les PRE. Et si vous proposez parce qu'en fait, la manière dont le processus est conçu, l'argent, au final, reste dans les pays à revenus élevés. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut collaborer? Mais vous savez, la collaboration ne fonctionne que dans un sens. Il faut vraiment aller regarder dans le détail des fonds. Vous savez, les journaux scientifiques à fort impact, 75% des personnes qui relisent sont des statisticiens et ne sont pas des scientifiques. Et ça, c'est une véritable barrière. Et c'est une barrière même au niveau des pays à revenus élevés. Et donc, la question, c'est comment est-ce que l'on peut changer cela? Comment est-ce qu'on pourrait dire à ces journaux que l'hypothèse de travail est mauvaise, qu'il faut que ce soit des scientifiques plutôt que des statisticiens qui relisent ces articles et qui les jugent? Avec mon expérience de ce côté-ci, je voudrais vous dire, quel est votre point de vue lorsque des personnes provenant de pays à revenus élevés viennent vous voir et vous demandent de collaborer? Vous savez que nous sommes dans un dialogue transformationnel, d'accord? Donc, soyez honnête, qu'est-ce que vous pouvez? Vous savez, je suis toujours honnête et d'ailleurs, ça me crée des problèmes bien souvent. Mais je vais ajouter à ce que vous venez de dire avec cette... J'ai lu un article hier dans la revue Nature, publié par des médecins africains. Et il parle de l'initiative pour le paludisme et comment est-ce que ça a été utilisé dans la recherche sur le paludisme. What's alarming about them is that they are typical. This happens all the time. In 2017, en 2017, 1,1 million de dollars a été dédié à la recherche sur le paludisme venant de 3 pays à revenus élevés. Et
80% de cet argent est resté dans les pays à revenus élevés. 18% sont allés vers des ONG et seulement 1% de ces fonds pour la recherche ont véritablement atteint des chercheurs africains. Et pourtant, personne ne peut comprendre mieux le paludisme en Afrique que les médecins africains. Donc, juste la manière dont les fonds sont dirigés et structurés est pour moi la source du problème. C'est inhérité, vous savez, la manière dont le système fonctionne, dont on obtient ces fonds, etc. Mais dans les PRE est un problème. Et je pense que la manière de voir les choses, c'est que peut-être qu'au bout de X années de collaboration, ne serait-il pas possible que les chercheurs ressortissants des PFR-PRI puissent créer leurs propres recherches indépendamment et publier indépendamment. Et j'ai réfléchi, comment est-ce qu'on pourrait construire quelque chose comme un exercice d'autonomisation plutôt que ce tutoring constant des PRE vers les PFR-PRI? When you talk about the way research funding and research capacity should be planned, that probably is the way to go. Peut-être que une nouvelle vision serait une manière d'avancer. In most settings, for most global health agendas, is alarming in itself. Parce que le fait que ce soit comme cela dans la plupart des systèmes de fonds et de financement de la recherche est un véritable problème. Peut-être que cela nous donnerait une opportunité de recommencer à zéro et de recommencer correctement. Une fois que l'argent va arriver dans cette chirurgie au niveau mondial, Global Surgery, alors on va pouvoir essayer de voir où est-ce que ces fonds vont aller. Je suis optimiste de nature, donc je pense le point positif principal, c'est que cette chirurgie mondiale a plus de partenariats équitables qui se mettent en place, plus de partenariats équitables. Le fait que l'on construit des partenariats équitables afin de aider les ressortissants des PFR-PRI à s'améliorer, à développer leurs connaissances. Il y a de bons exemples de cela. Personnellement, j'ai eu une très bonne expérience dans ce domaine parce que des partenaires avec qui j'ai travaillé dans les PRE avaient accepté et reconnaissaient le fait que l'on comprenait certains problèmes qui avaient lieu dans notre pays bien mieux que eux et ils avaient choisi de travailler avec nous. Et je pense que c'est un élément clé sur lequel il faut que nous nous basions pour développer des chemins de financement qui permettraient d'aider les PFR-PRI. Désolée, c'est une intervention un peu longue et complexe. Mais oui, je suis d'accord, c'est très intéressant. Fabio, est-ce que vous voulez répondre à cela? Oui. Oui, j'ai des collaborations avec des pays à revenus élevés. Donc, je peux vous donner mes exemples. Je pense que les exemples sont bons pour comprendre les choses. J'ai collaboré avec Harvard sur la chirurgie mondiale. Et un des éléments qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'on voudrait un partenaire local au Brésil. Je pense que j'ai d'abord pensé que c'était qu'il y avait une compréhension au début. On va vous envoyer quelqu'un pour vous aider avec la traduction, etc. Pour moi, c'était génial à ce moment-là. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que
comme Dr Samal l'a dit, je me suis rendu compte que ça n'allait pas me donner d'indépendance dans ma recherche. Les étudiants qui venaient au Brésil, je voulais leur enseigner mon point de vue, la manière dont j'aimais travailler. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé une deuxième collaboration et je suis allée à Montréal. J'ai dû venir ici pour être formée dans la recherche parce qu'au Brésil, nous avons les 3 domaines de recherche, mais il n'y a pas la possibilité d'avoir toute la… Donc, et je dois passer tout mon argent à faire de la recherche et ce n'est pas possible. Donc, j'aimerais bien, après avoir fait cette formation, pouvoir ramener mes connaissances au Brésil. Donc, il y a véritablement 2 sortes de collaboration. Sur des missions courtes, je pense que c'est important de pouvoir y aller, de pouvoir faire connaître notre voix et ensuite avoir une vraie formation dans les pays revenus élevés peut également être une solution. Mais si nous avons les fonds qui arrivent jusqu'au Brésil, alors je serais ravie de pouvoir me former là-bas également au sein de ma communauté. Et je pense qu'il y a le nombre de mes collègues qui ont envie de faire de la recherche n'ont pas forcément envie de partir à l'étranger pour se former. Ils voudraient… vous savez, il faut déjà qu'ils travaillent parfois dans 3 hôpitaux différents pour arriver à travailler correctement pour survivre. Donc, ils n'ont pas le temps de dédier du temps à la recherche. Donc, ça, je pense que c'est un élément clé également. Rodrigo, regarding collaborators, I mean, Dr. Lubna mentioned that she chose her collaborators and it has helped in certain aspects. On a mentionné qu'il y a un certain nombre d'aspects à considérer et comme Dr. Botelho l'a signalé, si on avait les ressources, on pourrait aller de l'avant. Est-ce que vous avez vous-même une expérience particulière de collaboration? Pour dire la vérité, d'un point de vue économique, purement économique, le Chili est considéré comme PFR-PRI, mais en fait, ça n'est pas… Alors, selon le point de vue, on est traité comme PRE ou PFR-PRI. Et du coup, ça crée des situations complexes et peu claires parce que on ne vient pas d'Europe ou des États-Unis. On n'est pas confronté à la même réalité. De plus, on voit que beaucoup de pays perçoivent les PFR-PRI de différentes manières. Il y a un manque de confiance. Comme Lubna a dit, on questionne nos priorités en termes de recherche. Personnellement, nous n'avons pas d'héritage colonial aussi marqué. Donc, c'était plus facile pour nous d'avoir un accès, un dialogue, de proposer des sujets de travail, notamment pour des partenariats avec l'Afrique. Ainsi, nous avons créé un programme de formation pour le personnel infirmier, en particulier pour les infirmiers anesthésistes. Nous travaillons beaucoup, nous collaborons, nous évaluons leurs besoins et lorsque nous avons besoin d'allouer des ressources pour ces recherches, nous savions qu'il y avait un journal scientifique qui allait publier ce travail effectué sur l'anesthésie mené par des chercheurs praticiens africains. Et nous avons pu faire publier ce travail. Et pour eux, c'était significatif de pouvoir publier leurs recherches. Parce qu'un ami, à un moment, un ami dans un pays développé m'a demandé, est-ce que vous voulez pouvoir publier vos travaux aux États-Unis parce que c'est novateur. Mais
En fait, pour ces journaux, il faut une perspective américaine. Il faut changer quelques petites choses ici et là. Si vous intégrez ces changements, ça peut être proposé dans des pays comme d'Europe ou au Canada. Et en fait, je crois que ça revient à ce que j'ai mis dans le chat, savoir c'est qu'il y a une dimension politique. Les intérêts personnels jouent un rôle et dans les pays à revenus élevés, ils devraient être plus honnêtes et plus ouverts quant à ce qui les intéresse pour la coopération. Ils devraient dire clairement ce sur quoi ils veulent coopérer. Et comme a dit Fabio, je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas toujours des expériences négatives. Il faut souligner aussi que beaucoup de personnes qui ont formation, accès à des ressources dans les instituts, sont prêts à s'engager à une inclusion de professionnels des PFR-PRI. Et ça peut être un moyen de promouvoir la recherche que nous faisons. Merci beaucoup, Dr Lopez. Je voudrais inviter Justina à prendre la parole maintenant. Justina, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les collaborations avec succès que vous avez pu mener et puis les difficultés? Merci bien. Alors, je veux dire que j'ai eu des collaborations très fructueuses avec des partenaires dans les PRE. Certains font d'ailleurs partie du panel. J'ai d'ailleurs des mentors et ça a été très productif, notamment pour les revues systématiques. C'est un processus éducatif très important et bénéfique pour moi, mais en même temps, je voudrais dire qu'il y a d'autres collaborations que nous avons tous rencontrées qui n'ont pas été très fructueuses et qui n'ont pas amené à grand-chose. Un des facteurs clés dans ces coopérations infructueuses, c'est que pour certains pays, seuls les enseignants dans les PFR-PRI sont considérés comme des chercheurs. Il faut ce label académique pour pouvoir publier. Les cliniciens n'ont pas la même image. Et en fait, dans les PFR-PRI, si vous travaillez dans l'enseignement, il faut faire de la recherche. Mais il y a des problèmes pour l'accès à la collecte de données et il y a un problème de développement de capacité de recherche. Donc, il y a besoin de plus de coopération. C'est là que sont, selon moi, les problèmes. Alors, il y a des coopérations qui permettent de développer la capacité, mais il y a aussi beaucoup de coopérations où les participants ne sont pas vraiment impliqués dans le processus de recherche. Il n'y a pas de développement de capacité. Nous sommes juste chargés de collecter des données, point barre. Je m'en tiens là pour ce commentaire. Je pense que ça correspond à ce qu'Emmanuel Makassa a dit, à savoir que il y a une exploitation quasiment minière des données. Nous servons à fournir les données, mais pas à collaborer à la recherche et à l'analyse. Et nous ne sommes pas traités comme des coopérateurs égaux. Comment pourrions-nous changer cela? Eh bien, je pense qu'il faudrait réfléchir un petit peu pour les universités à fort revenu qui veulent une politique plus équitable de recherche. Il y a des opportunités. La promotion universitaire nécessite pour eux d'envisager des coopérations équitables. Ça fait partie du processus pour leur promotion. Ils ont besoin de démontrer qu'ils coopèrent, qu'ils collaborent. Et s'ils disent, par exemple, qu'ils veulent mettre en place un programme de formation sur le terrain, qu'ils vont fournir des formations en Afrique du Sud ou dans d'autres pays d'Afrique, au final, au bout de 5 ans, c'est difficile pour eux d'inscrire ça sur leur CV parce qu'ils veulent coopérer, ils veulent contribuer, mais ce genre de processus de formation n'est pas reconnu, n'est pas valorisé en termes de carrière. Au sein de notre département de recherche sur la santé mentale, la santé mondiale,
nous avons travaillé avec des universités américaines et nous essayons d'attirer l'attention d'autres universités et de les interpeller sur la question de la santé mondiale, de les pousser à inclure d'autres critères dans les processus de promotion dans ces universités américaines notamment. Le financement des PFR-PRI ne doit pas être concentré juste sur le recrutement des étudiants, il doit être différent. Il y a beaucoup de ces pays qui veulent envoyer leurs étudiants étudier à l'étranger, mais ce que nous voulons, c'est que nos étudiants puissent demeurer dans nos pays, qu'ils puissent étudier ici. Et malheureusement, l'aide à la formation sur les terrains dans les PFR-PRI n'est pas assez reconnue et valorisée dans les universités des PRE. Je pense que il commence à y avoir plus de financement, d'assistance au PFR-PRI en termes de formation universitaire. Mais je crois qu'il faudrait plus de mécanismes en place pour cela. Idéalement, il serait bien d'avoir nos propres sources de financement. Il faudrait qu'il y ait un conseil de financement de la recherche en Afrique du Sud, mais actuellement, vu le contexte économique et la pandémie, ça n'est pas possible. Mais je pense que si nous pouvions avoir un modèle de financement différent ou un type de financement avec une différente approche de la part des PRE, ça serait constructif. En fait, le partenariat avec les universités américaines notamment est utile. Certaines universités ont des partenariats avec des universités américaines qui sont fructueuses, mais ça n'est pas systématique. Et nous aimerions pouvoir coopérer avec le Brésil, le Chili. Comment est-ce que vous mettez en place ces collaborations? Comment est-ce que vous identifiez ces partenaires? Merci, je vais m'en tenir là. Merci, Catherine. Je pense qu'il y a une certaine dichotomie entre la demande pour le financement dans les PRE, parce que le financement dépend des aides, des demandes de bourse, mais la recherche mondiale n'est pas assez équitable. Ces coopérations avec les pays du Sud n'amènent pas à une véritable fusion, une véritable coopération. Les bénéfices ne sont pas mutuels. Si on veut créer de bons standards et mener le combat, il faut qu'il y ait une plateforme dédiée au développement de la capacité de manière équitable. Je reviens toujours à ce terme d'équité. Si on n'agit pas maintenant, si on ne remet pas en cause les instituts de financement et qu'on ne les interpelle pas pour qu'ils revoient leur mode de financement, pour qu'ils modifient les perspectives, notamment dans la publication de recherche dans les journaux scientifiques, on ne fera pas changer les choses. Est-ce que la recherche est simplement faite dans les PRE et que les PFR-PRI sont juste là pour fournir les données? Non, il faut que ça soit revu et questionné. Maintenant, passons aux questions. Nous aimerions inviter le public à réagir, à poser des questions. Vous pouvez vous adresser directement aux membres du panel ou faire des commentaires d'ordre général. Vous pouvez utiliser la fonction chat pour cela et je me ferai un plaisir de lire vos questions ou commentaires. Donc, nous avons un commentaire de Juan qui dit que c'est peut-être un commentaire de nature politique, mais l'un des points les plus importants soulignés par la pandémie qu'on a pu apprendre, c'est que la santé est une question d'ordre mondial et donc que les PRE et PFR-PRI devraient réellement coopérer pour traiter des problématiques de santé mondiale. On ne peut pas se contenter de recherche médicale au niveau national. Nous sommes tous concernés. C'est une perspective intéressante parce que je pense que ce concept de vaccination où la recherche a été effectuée, qui a accès au vaccin, qui a accès donc à cette protection,
ouvre en fait à beaucoup d'autres réflexions. Et c'est important de souligner que si le monde entier n'est pas en sécurité, alors personne n'est en sécurité. Il n'y a pas de sécurité pour les PRE si le reste du monde n'est pas sûr également. Catherine, je crois que vous avez levé la main. Oui. Je voudrais réagir à un point différent. Je ne sais pas si vous voulez d'abord conclure ce que vous avez abordé. Bien sûr, vous pouvez amener un autre sujet. Nous avons parlé beaucoup des PFR-PRI en opposition aux PRE, mais je voudrais aussi quand même dire que parfois au sein des PFR-PRI, il y a des tendances efficaces et on peut avoir un impact sur les décideurs politiques de nos pays pour guider la recherche. Une recherche empirique qui amène à des solutions pragmatiques d'ordre politique pour les politiques de santé fait une différence. Je l'ai vu en Afrique du Sud. Les universités peuvent collecter des données qui peuvent influencer les décideurs. Je pense qu'un des problèmes, c'est que les chirurgiens doivent apprendre à parler le langage des décideurs politiques pour que ces gens-là les écoutent, pour qu'ils prêtent attention à ce que les chirurgiens ont à dire. Je pense aussi qu'on peut effectuer beaucoup de recherches, on peut impliquer des chercheurs ou des contributeurs des PRE, mais je crois qu'au niveau national, il n'y a pas forcément assez d'intérêt de la part des décideurs politiques. Ce que Catherine souligne est intéressant, cette question politique. Est-ce que quelqu'un d'autre au sein du panel voudrait réagir? Oui, je voudrais juste ajouter un commentaire. C'est vrai que c'est important. C'était intéressant certainement de mon point de vue parce que j'ai pu suivre un cours sur la santé mondiale à l'université où je suis au Canada et c'était une perspective intéressante, mais ce que ça m'a amené à réaliser, c'est ce qui était difficile à comprendre pour mes collègues ici, c'était comment travailler de manière locale dans un pays tout en ayant aussi une perspective mondiale. Il est difficile de combiner ces deux niveaux parce que si, par exemple, le gouvernement du Canada veut travailler sur la prévention de la violence contre les enfants au Brésil, par exemple, ça ne veut pas forcément dire que c'est une priorité pour le Brésil. Donc, il n'y a pas forcément de corrélation entre les intérêts. Donc, il faut que les PRE, en fait, il faudrait que les PRE soient plus à l'écoute des sujets de recherche initiés par les PFR-PRI. Quelques commentaires dans le chat. Je voudrais d'abord donner la parole au docteur Rodrigo. Oui. Pour revenir à ce que Catherine a dit, je suis d'accord. La recherche n'est pas assez reconnue par les dirigeants politiques, en particulier dans les PFR-PRI. Je pense aussi qu'il y a une responsabilité partagée. Je ne sais pas vraiment dans quelle mesure, en tant que chercheurs, nous devons aider les décideurs à prendre les décisions politiques, mais souvent, nous faisons les recherches sur ce qui nous intéresse. Donc, ça n'est pas forcément lié aux problèmes politiques auxquels les décideurs s'intéressent. Je pense qu'il y a peut-être une question de communication. Nous nous tournons vers les journaux scientifiques, mais nous ne savons pas forcément comment tendre la main et comment coopérer avec les décideurs politiques. Il y a une sorte de fossé entre la recherche effectuée et les politiques publiques et nous devons vraiment travailler là-dessus. Pas simplement en tant que PFR-PRI, mais en général. Et je pense que ça devrait aider à résoudre les problèmes auxquels les gens sont confrontés. Et il faut trouver en fait un juste milieu entre les besoins publics et nos intérêts. Oui, Justina? Justina, vous aviez levé la main?
Ah, il est possible que son écran soit bloqué. Lubna? Oui, je pense qu'il est très important de comprendre, en accord avec ce qu'a dit Catherine, que nos propres gouvernements, nos propres concitoyens n'apprécient pas, ne comprennent pas la valeur des recherches que nous effectuons. Peut-être parce que nos priorités ne sont pas alignées avec les priorités des multinationales ou définies par exemple à Washington ou par nos politiciens. Et ce n'est pas facile de convaincre les décideurs politiques du coup. Cependant, je pense qu'il est aussi important de reconnaître que beaucoup d'entre nous, même alors que nous essayons de décoloniser en fait la santé mondiale, nous vivons quand même dans un contexte postcolonial, malgré nos efforts. C'est un schéma qui a été créé, qui fait partie des relations internationales. Et pour être pris au sérieux, il faut changer cela. Quand on participe à d'autres forums internationaux, on réalise que personne ne nous contacte, ne recherche notre expertise. Il y a clairement une dimension néocoloniale. Si quelque chose vient d'Harvard, la marque attire l'intérêt. Si quelque chose vient d'Oxford, la marque Oxford attire l'intérêt. Mais si il y a des contributions qui viennent, par exemple, de Karachi, ça ne va pas attirer l'attention. Ça ne sera pas considéré comme assez valide. Ça ne sera pas considéré comme une solution suffisamment convaincante. Et ça, c'est marqué par un état d'esprit postcolonial qui est vraiment prévalent dans tous les pays. Merci beaucoup, Lubna. Je pense que nous avons perdu Justina, mais je crois que le point a été fait de manière claire. Il y a des collaborations, parfois fructueuses, mais ce que vous avez souligné que au niveau national, il y a un manque de compréhension, un manque d'intérêt pour ce que nous faisons. Et dans le domaine de la chirurgie, ce qui a été fait, c'était simplement d'ajouter la chirurgie comme un problème de plus en termes de santé mondiale. Mais ça, c'est déjà utile parce qu'il y a une reconnaissance au niveau mondial. Mais il faut aller au-delà de cela. Et on en vient au problème que nous abordons. Comme vous l'avez dit, beaucoup d'argent est consacré à la vaccination, à la tuberculose, à la polio. Cependant, il y a plus de décès liés à la traumatologie que des décès liés au paludisme, au sida et aux autres virus. Donc, il faut vraiment attirer l'attention des décideurs sur cela. Il faut faire quelque chose pour investir en traumatologie, peut-être modifier les politiques en place. Il y a quelques questions qui abordent l'accès au financement. Est-ce que les gens savent où aller quand ils sont dans les PFR-PRI pour obtenir des financements qui seraient susceptibles d'être accordés à ces chercheurs? Des problèmes aussi liés à des collectes de données inadaptées à cause d'un manque de formation sur les pratiques, sur la collecte de données, le manque de formation. Alors, il y a des commentaires aussi, des pratiques institutionnelles de mauvaise qualité. Je pense qu'il faut réagir. Il n'y a pas de solution unique. Il faut penser à la sécurité des gens avant qu'on puisse se consacrer à la recherche. Oui, bien sûr. Fabio, vous aviez un commentaire? Oui. J'aimerais bien répondre à une des questions que j'ai vues dans le chat et qui me semble très importante. Quelqu'un a demandé et je vais. Je suis d'accord pour ce qui a été dit. Et
nous avons des recherches très intéressantes dans les pays, les PFR et le PRI. Et si je continue mes études dans les PRE, comment est-ce que je peux changer les choses dans mon pays? Et je crois que c'est très intéressant parce que je pense que beaucoup de personnes se posent cette question-là. Et je pense que c'est très difficile de répondre à cette question. Je pense que les deux directions sont correctes. Si vous avez de bonnes raisons pour aller étudier dans un pays à revenu élevé, pour vous former plus avant et que vous restez et que votre recherche est basée ou est dirigée vers le pays dont vous venez, je pense que c'est une décision qui est tout à fait correcte et légitime. Vous pouvez travailler pour votre communauté tout en étant situé dans un pays à revenu élevé. En particulier si votre pays est dans une période transitoire. Donc, il y a des cas où vous pouvez faire plus en étant dans un pays à revenu élevé plutôt que de vivre dans votre pays d'origine. Donc, je pense que c'est à vous de choisir la direction que vous voulez donner à votre vie. Rodrigo, vous vouliez intervenir également? Oui. Je voudrais ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit. Pour répondre à cette question en particulier, malheureusement, comme Lubna l'a dit, nous vivons dans un monde post-colonial. On ne peut pas l'ignorer. Pour ma stratégie, c'est de travailler et d'étudier dans un autre pays. Donc, je suis plus crédible au Chili de ce fait. Je connais bien plus les ressources de fonds, de financement. Et dans ma formation, j'ai également essayé d'apprendre comment contacter les décideurs politiques. Et donc, je pense que j'ai appris des stratégies très utiles me permettant de faire changer les choses dans mon pays en me formant dans un autre pays. Par exemple, j'ai fait un master, un postdoc également. J'ai rencontré des personnes différentes et j'ai pu ainsi améliorer le processus de changement dans mon pays. Merci beaucoup. Justina, vous avez un commentaire à faire? Je sais qu'on vous a perdu. Vous êtes revenu. Je voulais faire un commentaire avant d'être déconnecté sur les décideurs politiques. Au Nigeria, il faut que l'on parle une langue qu'ils vont comprendre. Lorsque l'on s'adresse à nos collègues scientifiques ou aux journaux scientifiques. Et ce que nous essayons de faire, c'est nous regardons d'autres spécialités, par exemple la recherche sur le sida ou sur la tuberculose, où ils arrivent à avoir les fonds et les financements. Nous regardons comment ils font pour essayer de faire de même et prendre exemple sur eux. Nous avons perdu Justina. L'interprète ne peut donc plus interpréter. Donc, il faut essayer de discuter avec les médias, essayer de faire en sorte de faire entendre notre voix dans le domaine de la chirurgie. Nous avons Nous avons également besoin de trouver un point de rencontre entre les PFR-PRI et les pays à revenus élevés pour essayer de se retrouver au milieu parce que beaucoup de personnes ont envie d'aider les autres. Donc, si on arrive à se retrouver au milieu, alors je pense qu'on pourrait véritablement bénéficier les uns les autres de l'expertise des uns et des autres. Et je pense que l'on peut arriver à un point où nous allons véritablement instaurer un dialogue fructueux entre les PFR-PRI et les PRE.
quelles actions, quels objectifs concrets peut-on mettre en place? Eh bien, Catherine, vous travaillez en Afrique du Sud, vous êtes dans une partie de la ville qui est défavorisée, vous travaillez en tant que chirurgien pédiatrique. S'il faut une recherche qui les lie à l'université, vous pouvez faire ce projet, mais également obtenir un diplôme universitaire. Et donc, c'est une manière finalement d'interconnecter l'université et l'hôpital. La manière d'obtenir des fonds est très stricte. Il y a beaucoup de donateurs, de bailleurs qui veulent contribuer. Et ça peut être une manière ça peut être intéressant d'aller voir directement les donateurs, les bailleurs intéressés, puisque du coup, de cette manière, il n'y aurait pas de structure complexe autour de ces fonds et ce serait une manière de les obtenir. Ça peut marcher, ça a marché dans certains pays. Et le troisième point que je voulais mentionner, c'est que peut-être nous devrions avoir une stratégie pour encourager ces grands journaux scientifiques à regarder l'impact, pas en termes des statistiques et de l'analyse et de la méthodologie, mais sur quel changement cela a eu dans un pays, quel impact cela a véritablement fait pour changer les choses, pour améliorer les choses dans un pays. Peut-être on pourrait leur suggérer cela. Voilà ce que je voulais vous proposer comme action à mettre en place, mais je vous laisse la parole pour d'autres suggestions. Fabio, je me suis souvenu sur un point à propos des journaux scientifiques, un point sur le collège brésilien, qui est un journal scientifique. Vous écrivez votre article en portugais et s'ils l'acceptent, alors ils vont le traduire en anglais et alors vous aurez les deux versions de l'article en portugais et en anglais. Et donc, voici un exemple. Nous avons ces grands journaux qui ont des éditeurs qui viennent du monde entier. Et je pense que ce serait vraiment facile pour eux de recevoir des articles dans différentes langues et que la première personne qui fait la revue parle cette langue et ensuite qu'elle soit traduite, que cet article soit traduit s'il est de qualité. Et je pense que cela pourrait vraiment changer les choses au niveau de l'accessibilité. Et l'autre chose que j'aimerais suggérer, je pense toujours j'essaie de proposer des solutions simples. Nous avons ce groupe de recherche d'étudiants en médecine au Brésil. Et j'ai vu qu'il y avait des étudiants en médecine de Brésil qui sont là aujourd'hui. Vous pouvez me contacter si vous le voulez. Et on discute par exemple du rôle des ONG, etc., ou de la recherche au niveau mondial, etc. Et comment est-ce qu'on peut... On cherche des fonds pour avoir l'expertise d'un clinicien ou bien la traduction. Et je pense que avoir ces discussions pourrait accélérer ce processus de recherche. Je pense qu'il faut y penser. Également, cette question de collaboration bilatérale est importante, notamment pour les étudiants. Parfois, ils viennent nous chercher, des ressortissants des pays à revenus élevés. Mais je pense que ce serait vraiment bien de dire non, mais vous faites partie de notre organisation maintenant. Vous n'êtes pas juste notre correspondant sur le terrain. Vous faites également partie de notre organisation. Nous donner du temps pour des interviews, pour des entretiens.
Est-ce que vous pourriez donner 5 minutes de votre temps pour ces étudiants locaux? Je pense que ce serait une solution simple et qui fonctionnerait. Je pense que la pandémie a été bonne pour inclure les étudiants dans notre recherche. Et j'ai été vraiment surprise et très ravie de l'enthousiasme exprimé par les étudiants. Catherine, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, j'ai 3 points. En travaillant au sein de nos pays pour changer les choses, ce que je trouve, c'est que il y a une limite dans il faut que les étudiants aient leur propre projet indépendant du début à la fin. Et très souvent, leur projet n'a pas forcément beaucoup d'impact. Mais s'ils pouvaient, par exemple, travailler au sein d'un projet plus large ou des essais cliniques qui ont lieu comme l'étude ESOT, par exemple, alors ils feraient partie d'un groupe de recherche plus large. Alors, ils apprendraient beaucoup plus de méthodes de recherche plutôt que de chercher sur leur petit domaine de recherche qui n'a pas forcément beaucoup d'impact. La deuxième chose, c'est est-ce qu'il y aurait peut-être la possibilité de changer le système de financement si les bailleurs pensent qu'ils ont une bonne idée, au lieu de les laisser passer des milliers d'heures à essayer de remplir une application pour peut-être ne même pas avoir de financement. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir quelqu'un qui pourrait les aider à écrire cette proposition, à rédiger cette proposition Et alors, nous, ici, si notre groupe a une idée, alors nous avons le comité de financement ici, localement, qui nous aide à rédiger la demande de financement. Et donc, si les financeurs, les bailleurs pouvaient nous aider, les chercheurs, mais ils disent oui, je pense que l'idée est bonne, mais la manière dont vous structurez votre recherche, dont vous proposez votre recherche ne va pas. On peut vous aider à rédiger les choses pour que vous puissiez obtenir le financement. Alors, parce que donc ça pourrait vraiment aider les PFR-PRI dans ce domaine. Et puis, comment est-ce qu'on pourrait trouver d'autres solutions, d'autres partenariats entre les PFR-PRI et les PRE? Il y a cette question de statistiques, mais il y a aussi des ONG comme Lifebox ou d'autres. Peut-être qu'on pourrait donner 15 minutes de notre temps pour aider sur la construction de la recherche. Parce que vous savez, parfois, vous commencez, mais vous commencez mal. Et après, ça fait des années que vous êtes sur votre travail et vous vous rendez compte au bout de plusieurs années que c'est impubliable parce que personne n'a pris le temps au début, peut-être juste 15 minutes au début pour vous dire « Ah oui, mais peut-être que si tu pensais à ça, il faudrait que tu aies un groupe de contrôle, sinon ça ne va pas marcher. » Ou peut-être qu'une recherche qualitative plutôt que quantitative serait plus intéressante, etc. Et s'il y avait ça au début, ça marcherait beaucoup mieux, je pense. Merci beaucoup. Lubna? Je pense que Catherine a vraiment été tout à fait pertinente sur ce qu'elle vient d'expliquer, sur le mécanisme. C'est vraiment du mentorat dont nous avons besoin. On a besoin d'accompagnement, qu'on nous aide plutôt que d'avoir ce rapport de force hiérarchique. Les chercheurs des PFR-PRI apprennent beaucoup des partenaires des pays à revenus élevés. Et je pense qu'il faudrait développer cette communication, effectivement. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un effort conscient pour essayer de redéfinir ce que le système tâche d'accomplir. Parce qu'au niveau individuel, nous ne pouvons pas changer les choses. Où est-ce que les fonds vers quoi les fonds sont dirigés, etc.
ni au niveau académique, mais c'est vraiment une question au niveau du gouvernement, au niveau bien plus élevé. Et donc, cette capacité à rendre les choses plus homogènes. Et donc, on pourrait peut-être formaliser ce processus en disant, eh bien, notons exactement combien de partenaires travaillent avec des pays à revenus élevés. Combien de ces partenaires ont pu avoir, ont obtenu des fonds ou bien ont obtenu un diplôme provenant de pays à revenus élevés, etc. Et soyons complètement transparents sur la collaboration existante. Et je pense que cela donnerait une visibilité et permettrait une homogénéisation de cela. Je pense que ce sont des micro-étapes, effectivement, mais si l'on travaille sur différents sujets, sur la structure des partenariats, la nature des partenariats, je pense qu'il faut que l'on mette cela en place. Donc, il faut qu'il y ait des choses qui viennent du bas vers le haut, mais également du haut vers le bas et que se retrouvent au milieu. Je pense que parfois, les réponses se trouvent au niveau interne. Ça fait 20 ans que je travaille dans ce domaine. Pour voir qui travaille avec l'équipe pédiatrique et parfois j'ai besoin de leur dire non, taisez-vous, écoutez l'expertise interne, elle est là-bas, elle est dans le pays, il faut qu'on l'écoute et il faut qu'on la trouve aussi. Parfois on est tellement occupé à se préoccuper de notre département, des autorités de santé dans notre pays que mais je pense que c'est vraiment une solution que d'aller chercher les personnes appropriées. Je pense que ce que l'on va faire, je pense que Justina va nous présenter sa première recherche. Ensuite, nous passerons à quelques questions. Je crois qu'il y a beaucoup de contributions dans le chat. J'ai un peu de mal à suivre tout ce qui est évoqué. Alors peut-être que les membres du panel pourraient intervenir. Mais commençons par Justina. Merci beaucoup. Nous avons évoqué au sein des dialogues transitionnels l'objectif, c'est d'avoir ce dialogue. Je crois qu'il y a des problèmes de connexion Internet. Pendant que Justina nous revient, je vois que Nobojiji est revenu avec nous. Nous sommes à la question des solutions. Alors, comment lutter contre ce paradigme et lutter contre ces entraves? Alors, j'ai un point bref à évoquer. Je ne travaille plus dans les théâtres d'opéra, dans les salles d'op. Maintenant, j'enseigne. Justina, let me just finish. Je conclue, Justina. Donc, en fait, c'est la question des décideurs et des universitaires. Je sais que nous avons une discussion en tant que universitaires et nous râlons parce que les décideurs ne comprennent pas. Et on essaie de s'asseoir avec les décideurs, et on leur dit la même chose. En fait, personne ne se comprend entre praticiens, chercheurs et décideurs. Et quand je suis passée du côté sombre de la force, que je suis devenue chercheur, les praticiens m'ont dit, bon, il me faut une solution, il me faut une solution maintenant. Et ce que je suis obligée de dire, moi, c'est que d'ici 2 ans, on peut trouver une solution. Et mettre en place des objectifs pour 2022, 2023. Et les praticiens me disent, mais moi, je suis là que pour 2 ans, je suis un interne, j'ai besoin de solutions maintenant. En tant que chercheur, je dois dire, ah ben non, il faut qu'on fasse
une étude, un pilote, qu'on teste, et une analyse de statistiques et on vous donnera une solution d'ici 2 ans. Donc, il y a un problème de synchronicité. Et c'est pareil avec les ministres. Les ministres veulent des solutions maintenant. Dans 2 ans, ils ne seront plus là. Et on nous dit, oui, vous les universitaires, vous nous fatiguez avec vos méthodes, vos recherches. Il nous faut des résultats maintenant. Et ce qu'il faut, c'est qu'on trouve une solution pour trouver un point d'entente, un moyen de travailler ensemble. Alors, c'est un peu éloigné des recherches qu'on fait, et je vais maintenir là, mais en tant que décideur et praticien dans des vies antérieures, c'est intéressant, certainement. Pensez-vous que l'éducation ne devrait pas être un outil politique? Est-ce que ça devrait être séparé des intérêts politiques? Ce que vous décrivez, en fait, c'est le problème. La période, la chronologie des politiciens est trop brève par rapport à celle des chercheurs. On ne peut pas agir dans le peu de temps que les décideurs ont. Donc, si l'éducation a son propre calendrier, peut-être qu'on peut voir un certain niveau de succès. Rodrigo, vous avez un commentaire? Alors, 2 choses. D'abord, comme vous l'avez dit, je suis d'accord. Je pense que, en même temps, la recherche et l'éducation ne peuvent pas et ne doivent pas dépendre uniquement de la politique. Il faut reconnaître qui sont les décideurs politiques. Et en anglais, vous avez la différence entre décideurs et politiciens. En espagnol, c'est le même mot pour les deux. Donc, on doit avoir des politiques éducatives plus solides et qui seront plus indépendantes, qui ne seront pas liées aux aléas des votes politiques. Mais comment y arriver? Nous sommes des scientifiques. Nous pourrions peut-être trouver une solution. Mon deuxième commentaire serait de dire que oui, je suis d'accord. Formation et recherche sont nécessaires pour résoudre beaucoup de problèmes. Et en même temps, je pense que ça va de pair avec l'acceptation d'un biais méconnu. Quand on considère les États-Unis et la situation au niveau de la police, ils ont été obligés d'admettre ces préjugés non reconnus. On a aussi la question des priorités. Et comment identifier les bonnes priorités, comment faire évoluer les choses. Donc, on a vraiment besoin du travail scientifique et les éditeurs devraient considérer ces biais inconscients de manière à les éviter pour éviter qu'il y ait des préjugés quand on voit un article qui vient du Pakistan ou du Pérou et qu'on juge la science pour ce qu'elle est. Cependant, on sait qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui ont un impact. Merci beaucoup. Y a-t-il des points dans le chat qui ont été repérés par les membres du panel auxquels vous voulez réagir? Quel changement voudriez-vous voir et par qui? Je crois que dans une certaine mesure, on a répondu un peu à cette question, mais est-ce que quelqu'un d'autre voudrait ajouter à ce sujet? Il nous reste 6 minutes, donc je voudrais à ce stade ouvrir la discussion aux questions du public. Je pense que la pandémie nous a permis d'apprendre un certain nombre de choses et à créer quelques opportunités. Je vois que Mohamed a suggéré un réseau mondial qui permettrait d'avoir un soutien à la recherche. Et le problème, donc on a une initiative mondiale qui existe, mais même s'il y avait une certaine ouverture pour la discussion des projets, mais la langue est un handicap, est un problème pour la recherche. Donc, je voudrais suggérer
cette opportunité de financer des recherches, des groupes de recherche au niveau local, qui impliquerait traducteurs, statisticiens et prise en charge aussi des frais de publication. Je pense que ça permettrait de stimuler la recherche dans les PFR-PRI. D'autres interventions dans le chat auxquelles les membres du panel souhaitent réagir? Je crois qu'il y a un commentaire lié à l'aspect politique. Un des points les plus importants, c'est la question des problèmes médicaux internationaux. C'est bien cela? Il y a une question qui dit qu'il y a un domaine en plein développement, c'est l'analyse causale. Ce type de recherche utilise des données médicales électroniques et qui permet de collecter des données de milliers de patients. Cependant, en Chine, on n'a pas cela. Tout est encore sous forme papier. Donc, pensez-vous que c'est un problème dans d'autres pays? Et comment faire face à ce type de problème? Si je peux réagir, la question des données et la collecte des données diffère beaucoup entre les PRE et les PFR-PRI. C'est un des problèmes auxquels on est confronté au quotidien. Les banques de données importantes qu'on a au Royaume-Uni qui permettent d'analyser les retombées facilement, ce genre de données sur lesquelles vous pouvez vous fonder, sur le nombre d'habitants, les défauts, les problèmes à la naissance, etc. Nous, on n'a pas ces données. Et personne ne veut vraiment financer ce genre de registre, de banque de données. Personne ne veut investir dans les systèmes de données, de collecte de données, parce que ces banques de données dépendent de la contribution de personnes vivant dans des zones reculées. Or, ça n'est pas forcément facile pour des gens dans les zones très rurales de contribuer. Je pense qu'il serait intéressant plutôt d'avoir des groupes de parole, de rassembler un certain nombre de cliniciens pour identifier des problèmes récurrents auxquels ils sont confrontés dans leur pratique, pour avoir un problème, par exemple, un programme de fortification, de renforcement. Et ça, on peut le mettre en place. Ces groupes d'échange à travers le pays peuvent être mis en place. Et ce type d'études permettrait d'identifier des problèmes. Mais comme vous l'avez dit, on n'a pas ces 2 ans pour collecter les données de manière scientifique, parce que les problèmes émergent au quotidien. Et au sein de la communauté des chirurgiens, on a un avantage. Et un inconvénient, il faut qu'on soit innovant. On ne peut pas passer notre temps à notre bureau, mais en fait, il y a cet effort. Les gens, les praticiens font ces recherches par nécessité et ces connaissances pratiques, concrètes, empiriques, elles doivent être prises en compte. Elles doivent pouvoir être collectées et elles doivent permettre d'informer la recherche et les décideurs. 2 autres thèmes. La pandémie nous a permis d'apprendre que les séminaires de recherche peuvent être faits en ligne. Les gens, du coup, peuvent y accéder aussi via des enregistrements vidéo. Donc, le monde est devenu un peu plus petit dans un sens et plus accessible en termes d'éducation. Une des choses qui est ressortie au niveau mondial de la part des étudiants, c'est qu'une chose positive avec cette pandémie, c'est qu'ils ont pu accéder à l'éducation et aux ressources éducatives du monde entier. Je pense que nous arrivons à 5h30. Je voudrais donc conclure en remerciant le public et le panel pour leur contribution. Je voudrais remercier le temps consacré par les panélistes et leur contribution. Et je voudrais remercier aussi la Wavebox d'avoir mis en place ce séminaire. Avant de conclure, je voudrais inviter les
organisateurs et les membres du panel à rester quelques minutes après la clôture de ce séminaire. Merci beaucoup.